Bienvenue sur radio-ici-laval.ca. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de Radio Ici Laval, la première radio citoyenne d'information sociale et communautaire. Le mois passé, comme vous le savez, nous avons abordé des sujets qui font la une dans notre société. Donc, il y avait la violence conjugale et l'implication citoyenne. En compagnie de ma co-animatrice Siham Fares, nous avons vraiment tenté de vous amener à en savoir plus et mieux encore. Que devrions-nous faire individuellement et collectivement pour améliorer le vivre ensemble? Et je vous remercie pour votre fidélité à tous. Et aujourd'hui, je me retrouve seule à la barre de cette émission car ma co-animatrice ne pouvait pas être présente pour des raisons familiales. Et nous lui envoyons une bouffée d'énergie à mon ami Siham qui a contribué au grand succès de nos 2 premières émissions. Auditeurs et auditrices, merci d'être présents ce soir pour notre 3e émission à Bonjour Laval. Et comme vous le savez, Bonjour Laval, c'est une émission d'inspiration citoyenne et non partisane. 2 fois par semaine, 2 citoyennes lavalloises donnent la parole à une personne qui se distingue au sein de la communauté lavalloise par ses valeurs humaines, la justice sociale, l'entrepreneuriat en général et féminin en particulier, la cohésion sociale et l'inclusion sociale. Et tout cela est vraiment au cœur du débat. Donc moi, Daïla Sassi, votre animatrice, c'est avec un grand plaisir que nous aborderons aujourd'hui un sujet qui est vraiment d'une importance capitale. L'école, la réussite et la COVID-19. Donc le thème d'aujourd'hui, ça sera l'école primaire au cœur de la réussite éducative en temps de pandémie. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Brigitte Lemieux, qui est directrice de l'école primaire Le Tandem et qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de connaissances sur le sujet et ça ne fait l'ombre d'un doute. Je vais la présenter rapidement. Elle a une formation initiale en biotechnologie végétale et en enseignement au secondaire. Madame Brigitte Lemieux a aussi œuvré dans le domaine de l'éducation depuis près de 30 ans et agit comme gestionnaire scolaire depuis 11 ans. Et tout au long de sa carrière, Madame Lemieux a soutenu les élèves et a favorisé leur réussite. Les élèves, tant au primaire qu'au secondaire, ont bénéficié de son expertise. Et pour cette passionnée de l'éducation, la collaboration, le travail d'équipe, la communication et la recherche de solutions sont des ingrédients clés d'un milieu stimulant qui favorise l'apprentissage. Madame Lemieux, elle est directrice de l'école primaire Le Tandem depuis 2019. Merci d'être avec nous, Madame Lemieux. Ça me fait plaisir. Donc, la première question, ce serait de nous présenter l'école Le Tandem. Oui, l'école Le Tandem, c'est une école du quartier Chemédé dans le secteur Saint-Martin. C'est une école qui est origine de la fusion de 2 anciennes écoles primaires. Et il y a même des sections de l'école qui datent des années 20, donc on va très bientôt être centenaire dans certaines sections de l'école qui ont été rénovées, soyez sans inquiétude. Donc, nous avons un pavillon pour les plus petits, donc préscolaire à 2e année, et un pavillon pour les plus grands de 3e à 6e année. On accueille aussi des classes de soutien au comportement et des classes d'accueil. C'est tout nouveau de cette année. Donc, on a 3 classes d'accueil cette année. On est une école de 580 élèves et je vous dirais qu'on est une école avec une équipe école très stable et solide depuis des années. Il y a des enseignants qui sont là depuis plus de 10-15 ans à l'école. Donc, il y a une belle continuité. C'est une école qui est dans le milieu, c'est pratiquement familial aussi, là. Donc, c'est l'école de tandem. Et vous, en tant qu'éducatrice, c'est quoi les principales tâches et défis que vous avez dans l'école? Comme une directrice, ben, en fait, c'est la même mission que tous ceux qui œuvrent dans l'école. Donc, on travaille pour la réussite éducative des élèves. Donc, ce qu'on a à faire, nous, comme direction d'école, on travaille sur 2 volets. Donc, on travaille sur le volet pédagogique. Donc, on travaille à mettre en place et à soutenir les équipes pour mettre en place les meilleures pratiques pour aider les élèves à réussir. Puis, on a un volet administratif, donc tout ce qui est gestion de la cour d'école, des bâtiments, les ressources humaines, les ressources financières. Souvent, on est comme des espèces de coordonnateurs. On s'assure que tout roule et que tout fonctionne bien pour l'ensemble des gens qui œuvrent dans le milieu. Et bien sûr, vous savez qu'il y a eu une pandémie. Et Oui. comment vous êtes adapté à la pandémie en tant qu'école primaire? En général, comment les écoles primaires se sont adaptées à la pandémie? Ben, en fait, les écoles primaires ont travaillé en partenariat étroit avec la santé publique.
C'est sûr qu'à travers l'année et quelques mois là, qu'on a passé ensemble, on a dû s'adapter à ce que la santé publique demandait aux différents milieux. Donc oui, on a eu à être créatif dans notre façon de faire l'école parce qu'à la base, notre mission reste la même. Donc, c'est de scolariser les enfants, de soutenir les enfants et de travailler en collaboration avec tous ceux qui sont autour de l'école, donc les parents, le communautaire, le personnel de l'école. Donc, prendre ce que la santé publique nous donne parce que nous, on est des pédagogues. Donc, notre spécialité, c'est pas les maladies infectieuses, pas du tout. Donc, de ce qu'on recevait comme information, comment concrètement, nous, on met ça en place dans l'école. Donc, que ce soit les mesures sanitaires ou peu importe, il a fallu repenser l'école pour s'assurer que ça reste agréable et fluide dans l'enseignement, mais en étant sécuritaire surtout. Est-ce en tant qu'humaine, personnellement, est-ce que vous avez eu du stress à vivre toute cette situation-là en tant que capitaine du bateau? Ben, tout le monde, on a eu à avoir du stress parce qu'on a tous eu à refaire notre façon de travailler. Donc, le premier stress, c'est de s'assurer que c'est sécuritaire. Donc, que les gens viennent travailler, que les jeunes viennent à l'école, puis que tout le monde ait le meilleur environnement possible. Nous, on a commencé, entre autres, on a repensé notre cours d'école, on a repensé notre façon de faire les récréations, on a doublé nos récréations pour avoir moins de gens sur la cour d'école. On a sectorisé nos entrées, donc on a dédié des escaliers à troisième, quatrième année d'un côté, cinquième, sixième de l'autre, première, deuxième, pour s'assurer qu'il y ait le moins de croisement d'élèves possible. Donc ça, après ça, on est devenus des spécialistes du masque et de la désinfection aussi. Donc ça, c'est toutes des petites choses qu'on a eu à mettre en place. Puis au fur et à mesure, ça a commencé au départ, c'était beaucoup les mains. Finalement, ça a évolué. C'est devenu quelque chose qui était un peu plus aérien, ventilation des écoles, s'assurer qu'on ouvre les fenêtres, que tout est correct. Donc, ça a été ce stress de s'assurer qu'on est toujours adéquat puis qu'on a le meilleur environnement possible et que tout le monde fait sa part aussi. Puis ça, c'est important de le dire, autant les adultes que les enfants. Les enfants, ils ont été extraordinaires. Ils se sont bien adaptés à tout ça. Puis les adultes, on a réussi à mettre en place quelque chose de pas stressant pour les enfants. Donc, parce que oui, c'est important, puis oui, il faut faire attention, mais en même temps, il ne faut pas devenir anxieux non plus par rapport à tout ça. Donc, ça, je pense que ce beau travail d'équipe-là a été fait pour que le milieu reste agréable à vivre. Ok. Mais par exemple, si là, vous m'avez dit que vous avez aménagé la cour d'école, aménagé les escaliers aussi, mais par exemple, les élèves, si ils respectent pas le 2 mètres, est-ce qu'il y a vous faites la police aussi, j'imagine? Ben, on n'a pas eu à le faire, je dirais. Je pense qu'il y a tellement eu de conscientisation dans les médias et les familles aussi. On a eu une belle collaboration des familles aussi. Donc, c'est pas très quelques petits élèves à l'occasion, mais vraiment pas rien de majeur. Autant le port du masque, la règle du 2 mètres, je vous dirais que ça nous a permis de démontrer qu'est-ce que c'est 2 mètres, parce que c'est pas Oui. intuitif, qu'est-ce que c'est 2 mètres. Donc, puis il y a tout le concept de bulle. L'école, elle n'est pas faite pour être en bulle. Hein. Dans l'école, on travaille ensemble, on se croise, au contraire, on travaille beaucoup avec la collaboration, le travail d'équipe. Donc là, il fallait à un temps, c'était contre nature un peu de faire ça, de dire, ben, on n'est pas tout le monde ensemble. Les tournois interclasses qu'on pouvait faire en sport, on ne pouvait plus les faire. Donc, on s'est retrouvés à faire autrement. Puis, autant les professeurs d'éducation physique ont été très créatifs dans comment on fait des tournois sans mélanger les classes, comment on fait des activités quand même sans mélanger les classes, comment on organise le dîner. Avant, moi, j'avais des élèves qui dînaient ensemble dans le gymnase. Bien là, on est revenu dans les classes. Donc, on dîne dans la classe. On sort dehors parce que c'est important, mais pas tout le monde en même temps. Fait qu'on s'est fait des horaires pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde ensemble dans la cour d'école. Puis oui, ben on circule, puis on leur dit ta bulle, elle est là. Soit dans ta bulle, c'est le thème de l'année, la bulle, dans les Ouais, écoles. vraiment. Mais avec tous ces changements que les élèves ont vécu, est-ce que vous avez remarqué un changement au niveau de la réussite scolaire?
Bien, surprenamment, pas tant. Il y a eu un communiqué là, qui est sorti au Centre de services scolaires de Laval au début février avec l'analyse qui a été faite du premier bulletin. Puis on a des taux de réussite au primaire là, en haut de 90 donc on s'est pas mal maintenu, mais je vous dirais que c'est un effort d'équipe. Là. Puis l'équipe, c'est les enseignants, c'est tous les gens autour, les TES, le personnel professionnel, les parents qui ont été très présents, qui ont été très soutenants. Donc, je pense que tout le monde ensemble, je pense qu'on voulait tous que les élèves maintiennent une belle réussite. Donc, les orthopédagogues ont travaillé aussi beaucoup pour s'assurer que les élèves n'étaient pas en difficulté puis qu'on puisse les aider le plus possible. Fait que nous, en tout cas, au niveau de l'école, quand on regarde, on est bien, on est à peu près à la même place que dans les autres années, puis même dans certains niveaux, on est un peu plus haut. Mais c'est parce que tout le monde a mis l'épaule à la roue pour travailler très fort là, pour que ça aille bien. Là. Ouais, c'est un soulagement que c'est bien été pour les élèves. Oui, Je pense que c'est oui. l'inquiétude de beaucoup de parents, la réussite de leur enfant, ça c'est certain. Ben c'est pour ça que l'école est là aussi. Là. Donc, Ouais. on a tous nous, c'est notre mission, puis les parents, mais c'est sûr que c'est leur ambition que leur enfant réussisse au meilleur de leur capacité. Donc, nous, on travaille dans ce sens-là aussi. Puis, mais ça, je dois le dire, là, les parents, ils ont été. Tu sais, les parents ont fait l'école à la maison. Ils nous ont aidés énormément. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé en collaboration avec les enseignants. Les enseignants ont eu à maîtriser, aujourd'hui, on disait ça tout à l'heure, le Zoom s'est rendu un automatisme, mais en mars 2020, moi, Zoom, c'est un mot que je ne connaissais pas en lien avec une plateforme numérique, puis c'est vrai pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, ça fait partie des choses, puis on a plein d'autres choses. On a Google Meet, on a Teams, tout ça, ça fait partie de la normalité aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a 15 mois. Donc, ça, les enseignants ont appris des nouvelles façons de travailler avec les élèves à distance quand il a fallu le faire à distance. Les enfants ont appris à travailler avec ça aussi. On n'est pas avec des ados, nous, on est avec des tout petits. Donc, déjà, de travailler avec la machine, puis ensuite, sur la machine, la plateforme qui vient avec. Souvent, on fait la blague, les petits, quand on ouvre une caméra, ils veulent tous nous montrer ce qu'ils ont dans leur chambre, ils se promènent avec leur appareil pour nous montrer ça. Fait que là, il y a l'enseignant qui doit faire une séquence d'enseignement avec tout ça. Donc, et le parent à côté qui doit dire à son enfant, regarde, écoute ton professeur qui est en avant, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis c'est ça qui a fait que la réussite, elle est au rendez-vous, là. Mais quand il y avait, par exemple, si par exemple il y avait un enfant qui avait des symptômes de COVID ou la COVID-19, est-ce qu'il pouvait, comment il rattrapait après quand il revenait? Il y a deux facettes. Il y a la facette, si c'est le groupe au complet qui devait être en isolement, parce que ça peut amener ça, un élève qui a des symptômes de la COVID. Donc, à ce moment-là, bien, ça, c'est l'enseignement à distance. Donc, ça, en général, en dedans de 24 heures, les enseignants, ils avaient un plan de travail déjà établi, un horaire de travail établi. Nous, on prêtait des appareils pour les gens qui n'avaient pas d'appareils technologiques à la maison. On avait même la capacité de prêter aussi des abonnements temporaires à Internet pour ceux qui n'avaient pas nécessairement accès à Internet. Donc, ça, rapidement, on pouvait mettre en place ces choses-là. Puis, les enseignants ont outillé aussi les élèves en classe. Donc, en prévention, dès le début de l'année, les enseignants ont montré aux élèves comment on va, qu'est-ce que tu fais, si jamais la classe est ferme, comment tu dois faire, tout ça. Fait que les enfants étaient déjà habilités avant même la première fermeture de classe. Donc, ça, c'est quand toute la classe ferme. Fait que je vous dirais, puis ensuite, l'enseignant, bien, quand il revient en classe, il reprend ses choses. Quand c'est un enfant parce qu'il est confiné, soit parce que c'est un contact autobus ou parce qu'il est confiné, parce que sa famille est confinée, là, les enseignants, ils vont un peu plus en soutien individuel. Donc, c'est un peu comme quand un enfant était malade dans l'ancien temps, puis qu'il y avait une gastro qui était à la maison. Donc, on envoie le plan de travail. Il y a un suivi qui est fait là, avec l'enseignant ponctuellement pour voir comment ça va. Puis quand les enfants reviennent, bien là, il y a la récupération qui est là, tout ça. Donc, il n'y a pas d'enfants, je vous dirais, qui ont été retenus ou qui ont pris du retard académique à cause de l'isolement ou des confinements qu'ils pouvaient avoir, soit par la classe ou par les familles. Mais est-ce que vous avez quand même beaucoup d'éclosions ou c'était plus par classe ou...
Juste les On n'a pas eu beaucoup d'éclosions à l'école. On a eu des cas de fermeture. Souvent, c'est par le lien familial. Donc, soit que c'est un grand frère, une grande sœur, des choses comme ça. On a été malgré tout assez chanceux. Puis on était plus dans la deuxième vague. Je dirais que nous, la troisième vague, ça a été là, je vais toucher du bois parce que je dis ça, puis ça me fait toujours un petit peu peur de le regretter. Mais je vous dirais, au mois de décembre, on a eu un peu plus. Après ça, c'est un petit peu moins, mais même dans notre moment où on a eu le plus de groupes fermés, c'est comme je vous disais, là, autant le personnel, les enfants, les parents aussi se sont mobilisés. On appelait nos parents, c'était rapide. Ils venaient soit chercher les enfants quand ils devaient venir chercher les enfants. S'il y avait du matériel à venir chercher, ils venaient le chercher, ils nous le rapportaient rapidement pour qu'on puisse le prêter à d'autres groupes par après. Après un petit 48 heures d'isolement. Fait que ça a été, ça a quand même bien roulé, là. Je vous dirais, la première classe qu'on a fermée, c'est un petit peu plus récent, mais après un certain temps, on s'est rendu compte que le système roulait bien. On a eu un beau support aussi du centre de service. On appelait puis on disait, ben j'ai une classe qui a fermé, j'ai besoin de tant d'appareils. C'était super rapide. On avait nos appareils qui arrivaient, on pouvait les prêter rapidement. Fait que, c'est vraiment tout le monde ensemble, là. La santé publique aussi nous aide beaucoup. Quand ils nous appellent, on pose des questions, ils répondent à nos questions, ils nous aident à, comme je disais tout à l'heure, on est des spécialistes de la pédagogie, hein? Fait que eux nous sécurisaient. Non, inquiétez-vous pas, c'est telle chose, il va se passer telle chose dans les séquences, telle personne en isolement. Puis on a eu la chance aussi d'avoir les tests salivaires qu'on a pu remettre aux familles. Là. Ça, c'est un beau gain qu'on a eu, que la santé publique a pu travailler avec nous là-dessus. Donc, je vous dirais que tout le monde a été mobilisé, puis très, très imaginatif dans la recherche de solutions. On disait ça tout à l'heure, mais je pense que ça a été ça. Cette pandémie-là, elle a obligé les gens à être en recherche active de solutions à tous les niveaux. Donc, on a tous été au meilleur de nous-mêmes, je vous dirais. Oui, puis je vois bien qu'il y a une belle organisation qui s'est créée aussi. Vraiment, vraiment. Puis à plein de niveaux, comme je disais, oui, la santé publique, puis c'est leur forté, là, puis ils nous aident beaucoup à ce niveau-là. Mais moi, à l'école, on a une organisation de participation des parents, ce qu'on appelle l'OPP, là, dans nos petites lettres d'amour. Et ils sont venus décorer l'école à l'Halloween, à la rentrée après Noël. Ils avaient emballé individuellement un livre à chacun des élèves parce que notre thème de l'année, c'était la lecture. Fait que les enfants sont arrivés en janvier sur leur bureau, ils avaient un livre en cadeau pour commencer l'année. Il y a plein d'activités comme ça que les parents de l'OPP nous aident à mettre en place. Le personnel aussi, malgré toutes les contraintes qu'on a au niveau de l'organisation pour respecter les règles sanitaires, les profs sont créatifs pour trouver des choses, les secrétaires. Vraiment, on a une belle équipe à l'école Le Tandem. Là. Tout le monde veut que ça fonctionne bien, puis ça aide. Le centre de service est là pour nous aider quand on a besoin. La santé publique est là. Le communautaire, on a la Maison Dauphin qui nous aide. On a plein d'organismes comme ça qui viennent à l'école nous donner des coups de main. Fait que ça c'est vraiment l'école communauté vivante, là. C'est vraiment ça qu'on a la chance d'avoir. Là. Et vous savez, dans l'actualité, on parle souvent des conditions de travail des enseignants, des conditions difficiles. Donc moi, j'aurais voulu savoir, dans votre expérience, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire pour attirer plus de personnes dans l'enseignement, dans cette profession-là? En fait, je pense que le gouvernement, il fait tout ce qu'il peut pour envoyer l'image la plus positive possible de l'école. Puis je pense que ça vient beaucoup de là. Une émission comme ce soir, ça sert à ça aussi. Ça sert à faire rayonner l'école, ça sert à montrer les belles choses qui se font à l'école. Donc, on va attirer les gens parce que l'enseignement, c'est un métier de passion. Il faut vraiment y aller avec son cœur. Hein? C'est ça la clé du succès en enseignement. Mais les conditions de travail, puis l'environnement de travail
ben c'est sûr qu'on va travailler ensemble pour que ça soit le plus positif possible. Puis il faut le dire, ça. Il faut dire les bons coups. Qu'est-ce qui se passe de beau dans les écoles? Puis ensuite, on améliore les choses au fur et à mesure des années. Puis je vous dirais que moi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça fait 30 ans. Mhm. Donc, dans ces 30 années-là, il y a eu des changements. C'est pas l'école aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 30 ans, mais c'est le même enthousiasme, je vous dirais, qu'au départ pour travailler avec les enfants. Puis les gens qui sont là, c'est ce qu'ils aiment beaucoup, là. Mais vous savez, il y a eu tellement de beaucoup. Par exemple, j'ai écouté dans un reportage, il y avait un professeur. Avant, il était humoriste. Et là, pendant la pandémie, comme il pouvait pas donner de spectacle, il Oui. s'est reconverti en professeur d'anglais au primaire. Donc, même après la pandémie, on lui demandait s'il allait revenir vers sa profession. Et tu sais, il hésitait, il a envie de faire les deux. Donc, c'est une belle profession. Vraiment. Vous avez, par exemple, des histoires plus personnelles de professeurs. Comment ça s'est passé, par exemple, la- des bons coups de créativité qu'ils ont eu pendant Ah, la pandémie? ah, mon Dieu, ben, j'en ai, il y a tellement de choses, je sais pas si je vais arriver à vous dire, mais tu sais, les enseignants, ils travaillent en équipe, ils s'aident les uns les autres. OK? On disait tout à l'heure là, qu'il y a eu un défi technologique, puis tout le monde était pas avec la même aisance, je vous dirais. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entraide, il y a eu beaucoup de travail d'équipe qui s'est fait entre les enseignants. Il y a eu même du réseautage inter-école qui s'est fait d'enseignants pour se donner un coup de main, pour se donner des trucs, se partager des documents. Donc, ça. Avec les élèves, les profs sont toujours, puis ça, c'est pas la pandémie, là, c'est en général toujours. Les profs, ils vont faire des projets, ils vont travailler des choses, on fait des choses pour les fêtes, on fait des choses pour les cartes. Le service de garde a eu des grosses contraintes d'organisation parce que le principe de bulle au service de garde, c'était tout un défi. Malgré ça, les filles du service de garde, les éducatrices du service de garde ont quand même réussi à faire des activités avec les enfants, des beaux projets. Il y a un petit projet de cinéma qu'on fait avec les TNI, les tableaux interactifs dans les classes. Donc, tout ce qui se faisait avant se fait encore, malgré les contraintes nouvelles. C'est ça la force des gens du milieu de l'éducation, c'est de dire, OK, on va être déstabilisé, on va réfléchir, on va quand même réussir à faire ce qui nous rend l'école comme dynamique et intéressante pour les enfants, là. Ils sont extraordinaires, vos professeurs. Vraiment. Oui, vous avez été chanceux. Les élèves sont chanceux aussi. Ben, comme je vous disais, moi, je me trouve très privilégiée d'être dans cette école. C'est une belle école avec des êtres humains extraordinaires de tous âges, des tout petits aux plus vieux. Puis autant ceux qui sont dedans au quotidien que ceux qui sont autour. Tu sais, je pense que c'est ça. C'est vraiment l'idée de la collaboration qui est intéressante. Tout le monde a quelque chose à apporter. Puis en bout de ligne, ben, c'est la réussite des enfants qui est au bout de ça. Travailler au niveau de la communication aussi, le plus possible, essayer de rendre ça le plus fluide possible. Ça c'est un défi toujours de s'assurer que l'information passe le plus rapidement possible, que les gens qui ont des questions trouvent réponse à leurs questions. Donc, c'est ça. Les parents veulent le meilleur possible pour leurs enfants, puis le personnel de l'école veut le meilleur possible pour les enfants. Fait qu'on a ce but commun-là, tout le monde, puis les enfants, ben, ils aiment ça malgré tout. Quand on a fermé les écoles, quand les enfants sont revenus, ils étaient contents de revenir. L'année dernière, on a fait le camp pédagogique. On a fait venir des élèves à l'école, certains parce qu'ils avaient des difficultés, d'autres parce qu'on travaillait au niveau de la socialisation, parce qu'on trouvait que c'était important pour eux d'être là. Ils étaient là, ils étaient super contents d'être là. Fait que, je pense qu'on a redécouvert la beauté puis le privilège d'avoir l'école sur une base régulière aussi. C'est ça aussi. Peut-être qu'on le prenait un petit peu pour acquis avant. Puis là, on s'est rendu compte que, attends, là, c'est important l'école, puis on veut y être, puis on aime ça y être à l'école, là. Et en parlant de présence à l'école, comment vous pensez que le gouvernement devrait faire pour améliorer le système scolaire pour pouvoir lutter contre le décrochage scolaire, surtout après la pandémie? Les stratégies qu'il pourrait utiliser.
Ben, je vous dirais, je pense que le gouvernement est très, très créatif dans sa recherche de solutions, là. Je crois qu'il nous annonce énormément de choses pour nous soutenir puis nous aider. Donc, c'est sûr que le gouvernement, c'est nous, hein. Oui. Donc, si l'école est importante pour nous, ben on va y mettre ce qu'il faut comme effort puis énergie pour arriver puis aider les enfants à rester accrochés, puis leur montrer qu'ils sont capables aussi. Justement, j'ai vu qu'il y a un plan de relance qui est sorti aujourd'hui. Oui. Mais pour les parents qui nous écoutent, comment ils pourraient participer au succès de leur enfant, surtout pour, par exemple, les parents qui sont peu alphabétisés ou, par exemple, les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas bien le système scolaire d'ici, de la société d'accueil. Bien, je vous dirais que les parents, c'est de démontrer l'intérêt de l'école. Donc, ne serait-ce que le soir, arriver, demander aux enfants comment ça a été ta journée, raconte-moi ta journée à l'école. Je pense que c'est de travailler avec nous pour l'image positive de l'école, que l'enfant ait de la facilité ou qu'il ait de la difficulté, le plaisir de venir à l'école, que le discours positif de l'école soit là aussi. C'est important, l'école. Fais de ton mieux, vas-y, puis regarde, moi, je suis là. On va travailler comme ça ensemble, de s'informer, de nous poser des questions quand on a le parent qui ne sait pas, qui n'est pas certain. Nos parents d'immigration récente, là, ceux qui nous arrivent en classe d'accueil, nous, on essaie de les réseauter avec le communautaire pour les aider justement dans leur intégration. Mais eux, ils viennent nous poser des questions aussi, puis on arrive à passer l'information, on travaille fort là-dessus. Ça aussi, le centre de services scolaires nous aide énormément. Il y a des personnes ressources qui sont là, des agents de liaison pour aider les familles, pour soutenir les familles. Donc, je pense que c'est tout ça. Puis les parents, ben c'est ça. C'est vraiment de toujours être positif, puis de toujours dire c'est important l'école, puis garde, vas-y, puis fais de ton mieux, puis de nous appeler quand ils ont des questions, puis dire OK, on voudrait faire ça pour notre enfant, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, puis on y arrive de cette façon-là là, tout le temps. Là. Je dirais, plus on communique positivement puis en recherche de solutions, toujours ça la clé. Donc, en recherche de solutions, ben, on va avancer avec cette façon de voir-là. Là. Et comment vous faites pour, j'aurais aimé savoir, c'est quoi la différence entre, par exemple, un enfant qui est dans une classe d'accueil et, Mhm. par exemple, un autre enfant qui est dans une classe régulière? C'est quoi les nouveaux défis, en fait? Ben, en fait, la classe d'accueil, le défi, c'est toute l'acclimatation. Je disais toujours à la blague que le premier défi, c'est de s'habituer au climat. Et de un, parce qu'on a eu des élèves cette année qui sont arrivés en janvier. Je les ai trouvés extraordinaires de ne pas repartir parce que le climat est un choc souvent. Fait au-delà du climat, après, il y a tous les chocs culturels. Il y a le deuil aussi des façons de faire du pays d'origine. Souvent, c'est les parents qui viennent parce que justement, ils ont des raisons, soit économiques ou politiques, de venir. Fait que les enfants ne le voient pas toujours eux. Ce qu'ils voient, c'est la perte des amis, c'est la perte du connu. Donc, c'est de les sécuriser beaucoup. Ça, c'est très, très spécifique à la classe d'accueil. Rendre l'acquisition de la langue intéressante. C'est vraiment de le voir comme une richesse supplémentaire, comme un ajout. Tu vas apprendre une langue nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu en enlèves une, ça veut dire que tu en rajoutes une. Donc, travailler dans cette richesse collective-là. Les élèves du régulier, ben, c'est justement de persévérer puis de continuer au primaire, de garder le plaisir de venir à l'école. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup ça. Quand tu aimes ça, venir à l'école, même si c'est difficile parfois pour toi, tu vas continuer puis tu vas venir à l'école parce que tu aimes ça. Donc, avec tout ce qu'on met en place, bien, on va soutenir les élèves. Là. Fait que je pense que c'est ça. On a beaucoup à l'école, on a beaucoup d'élèves de deuxième, troisième génération. Donc, on est une école très multiculturelle. Puis ça, c'est une richesse. C'est une richesse pour tous les élèves de l'école. C'est les Nations unies là, à l'école. Puis ça, je pense que ça aide au vivre ensemble. On est une école le reflet, dans le fond, de la société. Là. On a tout le monde de tous les endroits possibles. Puis on est amis ensemble, puis on travaille ensemble. Puis je pense que ça aide à développer les bonnes habitudes du vivre ensemble. Là. Mais exactement, parce qu'on sait qu'à Laval, le quart de la population est issue de l'immigration, donc c'est vraiment diversifié. Est-ce que vous faites des activités culturelles des fois?
Ben, je vous dirais que depuis 2 ans, pas tant. Mais dans les années passées, puis comme je vous ai dit, moi, je suis arrivée en mars 2019. Fait que c'est vraiment, je suis arrivée, puis c'était la pandémie pratiquement, là. J'ai eu à peine 1 an. Mais oui, il y a eu. Puis c'est une école qui était dynamique, là. À l'école, ici, il y avait des spectacles de talent. On travaillait avec les petits chanteurs. Donc, le parascolaire est très, très, très fort à l'école. Ça a été malheureusement un peu mis sur la glace, mais on attend que ça de repartir ces activités-là. Tu sais, tout le monde a faim de ça. Donc, oui, puis je pense que c'est aussi la discussion de prendre le temps d'échanger entre eux, de où ils viennent, puis tout ça. Moi, j'ai fait, il y a 2 ans, quand je suis arrivée, j'ai fait une tournée de classe comme ça, puis la majorité des élèves savent pourquoi les parents ont changé de pays, pourquoi ils sont venus ici. Puis souvent, la réponse, c'est pour que moi puis mes frères et sœurs, on ait des bonnes conditions de vie. Fait que les enfants sont conscients des choix et des sacrifices des parents aussi. Donc, ça fait aussi des enfants très ouverts à ce qu'on se travaille ensemble, là. Oui, exactement. Et je me demandais, c'est sûr que les classes sont séparées, les classes d'accueil et aussi les classes régulières, mais est-ce que, ben, c'est sûr qu'il y a la pandémie, mais est-ce que vous pensez plus tard, est-ce qu'il y a des activités qui se donneraient entre les classes? Habituellement, oui, je vous dirais que là, c'est ça. Le thème, c'est la pandémie. La pandémie, comme je disais tout à l'heure, elle nous a rendus créatifs, elle nous a rendus imaginatifs, mais la contrainte qu'elle a donnée, c'est parce qu'on a la bulle classe, ça a fait que ça a limité les interactions entre les classes. Parce qu'effectivement, l'objectif de la classe d'accueil, c'est l'intégration à la société. Fait que c'est sûr que l'idée, c'est de s'intégrer au reste de l'école. On le fait parce qu'on fait les récréations ensemble, tout ça, mais il y a beaucoup moins d'interrelations qu'il y avait dans les années passées. Mais ça, c'est juste temporaire, là. Puis dès qu'on peut, on revient à ce qu'on faisait avant. Souvent, les élèves étaient intégrés partiellement dans les classes régulières. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on fait pour que les élèves de classe d'accueil rapidement. Puis c'est rapide, hein, les enfants s'acclimatent rapidement, là, vraiment. Mais c'est sûr que cette année, ça a été un peu plus limité. Mais malgré tout, dans la cour d'école, ils se voient, ils se côtoient, mais que je sois en troisième année régulière ou que je sois troisième année de la classe d'accueil, je suis quand même dans ma bulle. Oui. Et maintenant, ben, comme vous le savez, on arrive vers la fin de l'année scolaire et comment vous vous préparez pour l'année qui s'en vient bientôt? J'imagine que vous préparez déjà un peu. Ah oui, ben oui, à partir du mois, habituellement, février-mars, on commence à travailler là, sur nos 2 années, l'année actuelle et l'année future. Je vous dirais que l'expérience fait qu'on prépare une année qu'on espère régulière, sans contrainte, en sachant qu'on a en réserve le plan B de si on a à avoir encore des contraintes sanitaires, ben on est prêt parce qu'on le fait, parce que ça fait 15 mois qu'on est dedans. Donc, on est prêt aux 2 scénarios. On travaille sur les 2 scénarios. On en espère un, mais on a l'autre en poche si jamais il faut se revirer rapidement. Oui. Puis aussi le bal des finissants, je ne sais pas si vous allez en faire un. Le Bien, reste- ah, mon Dieu, ça, vous parliez de créativité hein, tout à l'heure, l'année dernière, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait une année plus qui fasse sacrifice par rapport aux autres. Donc, l'année dernière, tout le monde, là, autant le personnel que les parents, on a réussi en respectant le 2 mètres, on a fait les élèves venaient, ils prenaient leurs photos dans le gymnase, ils sortaient. On a des parents qui nous ont fait une belle arche. On prenait des photos avec les parents. Puis là, on a quand même réussi à faire une petite cérémonie, une petite fête. Pas la même que les autres années, mais quand même une. Ils avaient quand même leur petit mortier, ils avaient quand même leurs photos, tout ça. Cette année, je vous dirais, on a déjà plan A, plan B. Plan A, on le fait comme les années avant. Plan B, c'est notre plan pandémique. Donc, on est prêt. On espère pouvoir faire notre plan A. Si ce n'est pas possible, on a le plan B, puis ça va quand même être quelque chose d'intéressant pour les élèves. C'est important, c'est des marqueurs importants à la fin du primaire, c'est des moments de vie. Puis même au secondaire, moi j'ai des collègues au secondaire, je sais, qui ont été ultra originaux pour réussir quand même à faire des fêtes de fin de secondaire aux enfants, là.
Ben là, c'est aux adolescents rendus à cet âge-là, là, mais Je suis vraiment fière de nos élèves. Ça s'est vraiment bien passé pour eux au niveau de la réussite. oui. C'est sûr que les parents, on peut pas être directement sur place, donc il y en a sûrement qui ont des inquiétudes. Mais j'ai vu sur votre site que vous étiez vraiment avec les parents, vous les accompagnez. Vous faites aussi des zooms régulièrement pour, par exemple, les rencontres des élèves. Donc Oui. ils sont encore présents dans Puis l'éducation de leurs parents. le plus rapidement possible qu'on va pouvoir reprendre dans la normalité des choses, on va le faire. Mais en attendant, on laisse l'école ouverte, oui, virtuellement, vous avez mis le doigt dessus, mais nos conseils, nos rencontres de conseils d'établissement se font virtuellement, mais on a toujours parole au public. Les enseignants, on va ouvrir, on fait nos rencontres avec les parents à distance, mais ils peuvent voir la classe quand même, tout ça. Préscolaire, l'année dernière, les enseignantes ont fait une vidéo pour présenter l'école à nos futurs élèves du préscolaire puis à leurs parents. Tu sais, je vous disais, il y a un problème, ben OK, mais il y a une solution qui est possible. Il faut juste comme réfléchir ensemble puis trouver des façons de faire différentes. Mais on est capable. Oui, vous êtes capable. Est-ce que vous aviez un dernier mot, Madame Lemieux? Ben, en fait, moi, je voudrais dire que tu sais, la mission qui est la réussite éducative, là, ben c'est une mission collective. C'est une mission qui appartient aux gens de l'école, qui appartient aux parents, puis qui appartient à la communauté autour. Puis à Chamédé, on a la chance d'avoir ces trois éléments-là très forts. On a des écoles solides, on a des parents présents, puis on a la chance d'avoir plein d'organismes autour qui viennent nous donner un coup de main, puis qui viennent travailler avec nous. Puis c'est ça qui fait que notre milieu, c'est un milieu agréable, puis dynamique, puis qui va bien. Puis on fait ça pour que les enfants aient des bons souvenirs de l'école. Puis je le sais parce qu'il y a des anciens qui viennent nous voir. Fait que depuis bien plus longtemps que moi, c'est un milieu dynamique et présent dans la vie des gens, là. Merci Madame Lemieux, ce fut vraiment très enrichissant de vous avoir reçu sur les antennes de Radio Ici Laval et je suis certaine que votre présence aujourd'hui a pu donner vraiment un éclairage sur l'immense travail que vous avez effectué dans, dans toute, durant la pandémie, aussi avec votre équipe, les professeurs, les élèves aussi. Et au niveau du CLIC, nous avons vraiment appris, nous sommes mieux orientés. Et nous remercions aussi Civil Communication. Et merci aux auditeurs qui étaient là pour nous écouter. Et on espère que vous allez continuer à donner le meilleur de vous-même. Et merci d'avoir tous été là.